Depuis 5 mois, depuis 160 jours, il avait soigneusement évité l'exercice. Ce soir, il l'a accepté. Emmanuel Macron a donc répondu aux questions des journalistes. Première interview télévisée du chef de l'État depuis son entrée en fonction. S'il le fait, ce n'est pas parce qu'il est en difficulté, assure Emmanuel Macron, qui dresse d'ores et déjà une sorte de bilan. Écoutez. Vous me disiez, d'abord, il ne sera pas élu sans parti, c'est pas possible. Ensuite, vous disiez, il ne pourra pas, il ne sera pas écouté par les autres grandes puissances du monde. Je crois que c'est fait. La voix de la France est entendue parce que le peuple français l'a voulu. Et des Jeux Olympiques à la direction de l'UNESCO, nous sommes là, et écoutés et de retour. On disait, s'il est élu, il n'aura pas de majorité. Nous avons eu une large majorité, renouvelée, paritaire, rajeunie, avec des femmes et des hommes venant de toute la société. On me disait, les premières réformes qu'il va faire, il n'y arrivera jamais, les gens seront dans la rue. C'est fait en 5 mois. Et donc, il y aura toujours des résistances, il y aura toujours des commentaires. Je continuerai au même rythme et avec la même détermination. Bonsoir Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes sénatrice de Paris, vice-présidente socialiste du Sénat et membre du bureau national du Parti socialiste. Bonsoir Maël de Calon. Bonsoir. Vous êtes candidat à la présidence des Républicains avec nous, toujours Thierry Arnaud, Bruno Jeudi et Aurore Berger, députée de la République En Marche des Yvelines et porte-parole du groupe LaREM à l'Assemblée. L'arrogance, l'empathie, sur quel pied on danse à l'issue de cette interview présidentielle, alors, Thierry? près d'une heure et quart d'interview, il y avait 2 objectifs au fond pour Emmanuel Macron. Le premier, c'était d'expliquer la cohérence, faire de la pédagogie de sa politique et montrer que le président était conforme aux engagements du candidat et qu'il restait toujours aussi déterminé. De ce point de vue, on peut dire que globalement, qu'imparfaitement, l'objectif a été atteint. On reviendra sur les différents aspects et les différents thèmes qu'il a abordés. Et puis le deuxième objectif, c'était de répondre à une critique qu'il a fini par entendre, qui était celle du président des riches, qui mène une politique de droite et qui ne se soucie pas clairement suffisamment du sort des plus démunis. C'était quelqu'un qui devait mettre en avant la dimension sociale de son action et faire preuve d'empathie vis-à-vis des Français dans le besoin. De ce point de vue, à mon sens, l'objectif a été beaucoup moins réussi. J'ajouterais un autre élément qui me paraît important. Il prend date, Emmanuel Macron, et il dit aux Français, il va falloir attendre de 18 mois à 2 ans avant de voir la plénitude des résultats de la politique que je conduis. C'est aussi une façon de se donner un peu de temps. Et puis enfin, sur la forme, une dernière remarque, il n'a pas été servi, je pense, par une partie trop longue au début de l'émission. Pendant un quart d'heure, il traite du sujet pourquoi je parle maintenant et est-ce que le vocabulaire que j'utilise est toujours le bon. Il l'assume d'ailleurs. Parce qu'on lui pose la question, hein, parce qu'on lui pose la question, mais enfin, il aurait pu répondre, à mon sens, à chacune de ces questions rapidement et pour passer ensuite à autre chose. On le sent d'ailleurs un peu agacé de nouveau par cette thématique et il faudra attendre peut-être un peu plus de temps dans l'émission pour qu'il retrouve une forme j'allais dire, de plus calme et plus posée pour faire la pédagogie de son action à la présidence de la République. C'est pas ce soir que la fibre de gauche d'Emmanuel Macron est apparue la plus flagrante, Bruno Jeudi? Je ne sais pas si c'était l'objectif, mais en même temps, clairement, ce soir n'a plus l'air d'actualité. Il a confirmé et défendu ses réformes. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être sur l'ISF qu'il était le plus convaincant ce soir, avec sa formule, la société de cordée. On verra si elle arrive à apaiser les critiques, comme le disait un instant Thierry Arnaud. Donc, il défend ses réformes qui sont quand même plus de droite, il faut le dire. Hein. En revanche, peut-être qu'il aurait pu envoyer des signaux ce soir à sa partie gauche, et là, il n'y en a pas eu. Or, on voit bien que même s'il n'a pas le nez sur les sondages, il nous l'a dit, le président, on voit bien que dans les sondages... On n'est pas obligé de le croire non plus. On n'est pas obligé de le croire, évidemment. On voit bien que c'est quand même plutôt du côté gauche qu'il y a eu des pertes en ligne que du côté droit, où même il s'est un peu refait ce dernier mois avec les réformes sur le travail et le budget. La partie gauche de ce plateau est représentée par Marie-Noëlle Lienemann. Avez-vous trouvé que le président des riches restait le président des riches, si tant est que ce soit l'expression que vous employiez avant cette interview? En tout cas, je confirme qu'il n'y a aucun signe de gauche et de droite. Parce que là, franchement, c'est franchement de droite. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il a théorisé le soutien aux riches. La formule peut vous plaire du premier de cordée, mais la thèse est quand même éculée. On la connaît depuis des lustres. Si les riches sont plus riches, ils vont pouvoir tirer l'économie nationale et alors les pauvres, les gars, vous allez en profiter le moment venu. Je rappelle que dans une cordée, si le dernier est en très mauvaise situation, la cordée tombe aussi. C'est bien la question des inégalités qui n'a absolument pas traité.
quand il parle de la fiscalité, il ne parle pas du tout de la lutte contre les inégalités. L'autre chose qui m'a frappée, c'est quand même un certain mépris des Français qui demeure. Je me disais, il va rectifier le tir après, feignant, machin. Il leur a dit qu'il les aimait ce soir. Oui, non, mais on peut aimer des gens tout en n'ayant pas une haute estime pour eux. Par exemple, il nous refait le coup de la jalousie des riches. Je rappelle quand même que dans la République française, depuis 1789, on est pour l'abolition des privilèges. Et que ce n'est pas de la jalousie des riches, c'est qu'on considère qu'il y a des privilèges injustes, qu'il y a des gens qui, quand ils gagnent trop, doivent contribuer aux besoins de la nation. Et il a une vision punitive de l'impôt. Quand on dit qu'il faut que les riches payent des impôts, on veut les punir. Ben non, on leur demande leur juste participation. Vous voyez bien que toute la philosophie qu'il a portée, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de mesures pour des gens de gauche, je trouve que ça s'éloigne beaucoup de la tradition républicaine et encore plus de la tradition républicaine de gauche de ce pays. Maëlle Decalon. Je terminerai sur une faute, la question du chômage. Alors là, c'est vieux comme éculé, soi-disant le changement, là, c'est la transformation. Mais ça fait des années qu'on l'entend. C'est tout de la faute des chômeurs. Pas assez formés, pas assez mobilisés, dynamiques, qui veulent prendre les boulots, et par ailleurs, pas assez flexibles. Rien sur la stratégie économique, la politique industrielle, la manière... La stratégie économique, il y a quand même 15 milliards pour la formation professionnelle. Non mais justement, parce que tout l'effort est mis, non pas pour investir dans la modernisation de l'industrie, par exemple pour investir dans des secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle, sur lequel il aurait pu dire des choses qui portent l'économie sur la relance de l'activité de ce pays. Parce que le coup de les chômeurs sont pas assez formés, ce qui est en partie vrai, mais qui n'est que très en partie le sujet. Le coup d'on va mieux contrôler les chômeurs, déjà éculés, j'entends ça comme beaucoup de Français depuis 30 ans. Alors certes, il y a des choses à faire, mais le cœur de cible de la relance économique pour lutter contre le chômage a été totalement éludé. Maëlle Decalon, candidat à la présidence des Républicains, êtes-vous convaincu d'une certaine manière par le chef de l'État à l'issue de cette interview télévisée, la première depuis qu'il est arrivé à l'Élysée? Non, pas complètement. D'abord, moi je voudrais dire que j'aime pas beaucoup les procès d'intention qu'on fait sur le style arrogant, président des riches, tout ça, ça fait vraiment du blabla politicien. Ce qui compte, ce sont les politiques qui sont conduites sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Et moi, c'est ce que j'ai cherché à regarder. Est-ce que sur le fond, je m'y retrouvais, ou est-ce que je m'y retrouvais pas au regard des convictions et de ce que je crois être bon pour le pays? Il y a un discours général qui est un discours de crédibilité et de pragmatisme sur le plan économique qui va clairement dans le bon sens. Mais après, quand on regarde les petites lignes, il y a plusieurs grandes réformes d'ampleur sur les retraites qui n'est pas mise en œuvre. Réforme d'ampleur sur les économies à réaliser sur l'assurance chômage. Pas du tout évoqué. On veut dépenser plus d'argent sur l'assurance chômage. Aurore Berger vous répondra, et elle est ici sur ce plateau, qu'un dialogue est engagé, que ce n'était pas la soirée pour parler mais il y a un des dialogue solutions. qui est engagé. L'assurance chômage, elle a accumulé plus de 20 milliards d'euros de déficit, de dette, pardon. Le déficit cette année est de 3,5 ou de 4 milliards d'euros. Et on veut en rajouter encore au déficit, alors même qu'elle est à court d'argent. Donc, des grandes réformes structurelles, les retraites, l'assurance chômage, quasiment rien de très concret sur les questions migratoires et de sécurité, alors même que l'extrême droite est aux portes du pouvoir ce soir en Autriche. Vous savez, il y a quand même des réformes importantes qui ne sont pas abordées, qui ne sont pas mises en œuvre. Alors j'entends bien que le président n'est là que depuis 5 mois, mais il est temps de passer la seconde. Si je résume d'un mot, on n'en est plus au stade de la campagne électorale ou des grandes ambitions pour le pays, on en est au temps de l'action, et sur le plan de l'action précise au travers de politiques publiques, moi je reste très clairement sur ma faim. Puisque vous parliez du fond, justement, plus que de la forme, prenons les points les uns après les autres. Et d'abord, le chômage, parmi les points les plus importants de l'intervention du chef de l'État, de cette interview. Écoutons ce qu'il a dit sur la lutte en faveur de l'emploi. La plénitude des réformes qui sont en train d'être conduites par le gouvernement, vous les verrez dans 1 an et demi, 2 ans. Mais pourquoi? C'est là qu'on pourra juger de la réussite de votre pari économique. Dans 1 an et demi, On ne 2 ans. juge pas l'action du président de la République simplement un indicateur. C'est un de mes désaccords avec mon prédécesseur qui peut-être avait considéré qu'il pouvait y avoir une espèce de réglage selon les courbes. Bonsoir Florian Philippot, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la formation Les Patriotes. Vous êtes député européen également. Bonsoir. Sur cette question de l'emploi et plus globalement sur les promesses. Il n'en fait pas une, à savoir celle de l'inversion de la courbe du chômage comme l'avait fait François Hollande. D'une certaine manière, il est prudent, le chef de l'État, non ?
Oui, il a probablement raison d'être prudent parce que sa politique ne conduira pas à une baisse du chômage. Je le pense, je le regrette, malheureusement. Si vous voulez, on a vu ce soir un président du petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'on avait une succession de petites analyses, de formules. Il se payait de mots et de formules assez vagues et assez creuses. Enfin, c'était très macronien pour le coup ce soir, mais il n'y avait pas de véritable réflexion, de prise de hauteur nécessaire, de vision. Par exemple, sur l'emploi, sur la croissance, qu'est-ce qu'on fait pour réindustrialiser notre pays? Qu'est-ce qu'on fait pour aider les créateurs, les innovateurs? Qu'est-ce qu'on fait pour le patriotisme économique? Et ça manquait. Alors, il nous a vendu sa soupe traditionnelle sur le fait qu'on va augmenter la CSG pour tout le monde, ou quasiment, alors qu'en contrepartie, on va baisser ou on va supprimer même l'ISF pour les plus riches. Et ça, je crois que ça ne fait pas une politique. De la même manière, sur l'insécurité, sur le terrorisme, il a dû passer 3 minutes 30 pour nous expliquer qu'il avait compris que les clandestins qui commettaient des délits devaient être renvoyés de France. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas de frontières et que le fait même simplement d'être en situation illégale, d'être clandestinement en France, devrait vous amener à la frontière. Alors quand on voit cela, on se dit pourquoi bavarde-t-il? Pourquoi ne dit-il rien? Et pourquoi a-t-on le sentiment que ces allocutions présidentielles, ces interviews présidentielles se suivent et se ressemblent? Sarkozy, Hollande, Macron, simplement parce que je pense qu'ils n'ont plus du tout le pouvoir. Et la grande absente ce soir, c'était très révélateur, c'était l'Europe. Quand nous n'avons ni loi, ni monnaie, ni budget, ni frontières commerciales, ni frontières migratoires, il n'est pas étonnant que le président de la République soit là pour meubler. Et donc Macron, il a meublé. Bon, il meuble plutôt bien quand il est bon dans les discours et dans la com, mais il meuble et il ne gouverne pas la France. Pour vous, l'Europe, c'est le grand absent de cette interview présidentielle? Ah oui, c'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé. Alors je voudrais quand même que les Français soient conscients que l'essentiel de nos lois aujourd'hui, ce dont on discute devant les caméras de télévision à l'Assemblée nationale ou au Sénat, en réalité ce sont simplement des transpositions de textes écrits par des gens non élus à Bruxelles, des commissaires, et qu'ils comprennent qu'un pays qui n'a aucun attribut d'un État, à l'inverse de l'essentiel des pays du monde, très modernes, des pays qui réussissent dans le monde, qui sont conquérants, qui sont ouverts, eh bien, à l'inverse de ces pays-là, nous n'avons la maîtrise de rien. On ne maîtrise pas nos frontières et donc on a du mal à lutter contre le terrorisme et contre les vagues migratoires. Nous ne maîtrisons pas notre monnaie, nous ne maîtrisons pas notre budget, nous ne maîtrisons pas nos lois qui sont dictées par d'autres et donc nous n'avons pas la capacité de prendre des décisions réellement. Et voilà pourquoi il y a une déception, une désillusion courante, permanente dès qu'un nouveau président est élu ou qu'un gouvernement arrive. Voilà, c'est cela qu'on aurait aimé entendre chez Emmanuel Macron ce soir. On ne l'a pas entendu et je crois que les formules creuses lassent un petit peu les Français, ou l'analyse de son propre discours, c'était à peu près la première demi-heure où il est revenu sur les quelques noms d'oiseaux qu'il avait adressés aux Français. Je veux dire, ça n'est pas à la hauteur, ça n'est pas ce qu'on attend. Ça, c'est la toute petite politique. Il faut maintenant passer à une vraie politique parce que notre pays est confronté à de multiples crises, mais il a aussi beaucoup d'attentes, beaucoup d'atouts, beaucoup de talents qu'il faut être capable de valoriser. À un moment donné où la grogne sociale, où la mobilisation sociale ne prend pas, est-ce que vous ne devez pas vous attendre à ce qu'Emmanuel Macron continue à assumer son cap? Mais vous savez, ce n'est pas parce que, comme vous dites, la grogne, c'est-à-dire le mouvement social ne prend pas, quoique c'est tout à fait relatif, mais que les Français donnent un blanc-seing à Emmanuel Macron, qui sont satisfaits et d'accord avec sa politique. Je crois qu'il y a d'autres indicateurs qui montrent qu'ils ne le sont pas. En réalité, ce que voudraient les Français, ce sont des choses assez simples. En matière d'emploi, comment on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait plus 6 millions demain de chômeurs ? Comment on fait concrètement pour aider ceux qui veulent créer l'entreprise demain ou développer leur TPE, PME? Comment on fait pour les aider alors qu'ils sont surchargés d'impôts et de charges? Comment on fait pour lutter face à une concurrence internationale déloyale? On peut faire des choses, on peut aider, on peut se protéger, on peut faire du patriotisme agricole, du patriotisme alimentaire, du patriotisme économique et industriel. C'est ce que font les grandes puissances modernes qui sont très ouvertes et très dans le monde, vraiment dans la conquête du monde. Et pourquoi nous on le fait pas? Nous on le fait pas parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Voilà, je crois qu'il faut répondre à des questions très très simples. En matière d'insécurité, comment se fait-il que l'essentiel des reconduites à la frontière qui peuvent coûter la vie, comme à ces 2 malheureuses jeunes filles de Marseille, donc la reconduite à la frontière de clandestins, ne soit pas appliquée?
Parce qu'il y a un État défaillant et parce que nous n'avons pas de frontières. Donc là aussi, des réponses extrêmement concrètes et extrêmement précises sont attendues. Merci beaucoup. Et voilà. Et je pense que sur la philosophie macronienne, il faudra également y revenir parce que certains mots étant employés comme l'assimilation entre réussir sa vie et gagner beaucoup d'argent. Je trouve que c'est choquant. Réussir sa vie, ça n'est pas simplement gagner de l'argent, ça peut être tout à fait autre chose. Merci beaucoup Florian Philippot d'avoir accepté notre invitation à cette édition spéciale qui se poursuit, consacrée à l'interview télévisée, la première d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on était en droit, si j'ose dire, Thierry, d'attendre des annonces ce soir? Y en a-t-il eu? Alors, c'était pas l'objet de faire des annonces spectaculaires. L'objet, c'était encore une fois vraiment d'essayer d'expliquer et de corriger un petit peu la perception de cette action dans ce qu'elle pouvait avoir de négatif dans ce déséquilibre dont on parlait tout à l'heure. Néanmoins, il y a eu un certain nombre, effectivement, d'annonces. La plus concrète, la plus spectaculaire sans doute, concerne une nouvelle initiative relative à l'intéressement et la participation. Cette belle idée, a dit Emmanuel Macron, qui remonte au général de Gaulle. Alors, il y a déjà des mécanismes de participation qui existent aujourd'hui. La question est de savoir, et à cette question on n'a pas eu la réponse, quel allait être le pas supplémentaire par rapport au dispositif qui existe déjà aujourd'hui. À propos et dans la suite de ce terrible double assassinat à Marseille, le président de la République a évoqué un durcissement des contrôles et surtout une nouvelle loi relative au régime d'asile et d'immigration à partir du début de l'année prochaine. Il a dit que des mesures seraient prises, là encore restant à définir très précisément, pour que tout étranger en situation illégale qui commet un acte délictueux soit expulsé instantanément. Reste à savoir quels seront les moyens. Il y a un sujet sur lequel il n'a pas annoncé de décision, mais il a, me semble-t-il, quand même ouvert une porte quand même, qui est celui de la PMA. Il a rappelé qu'il y avait un débat engagé sur la PMA, qu'il était contre le principe de la GPA, mais il a néanmoins eu cette phrase, il a dit « Je suis pour reconnaître des droits égaux à tous nos citoyens », ce qui semble quand même indiquer que son point de vue est l'extension de ces droits à la PMA. Aurore Berger, pour rebondir sur ce que disait Thierry Arnaud à l'instant, pas mal d'annonces, si tant est qu'on n'a pas les moyens par lesquels y parvenir. On reste un peu sur notre faim finalement ce soir après cette interview présidentielle. On a de belles idées peut-être, mais comment y parvient-on? Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Vous allez me répondre au dialogue. Je vais vous répondre surtout que je pense que l'objectif de cette interview, c'était pas d'avoir les avant-projets de loi sur l'ensemble des chantiers qui vont arriver. On n'aurait pas été contre qu'il nous explique quand même parvenir notamment à compenser l'assurance chômage, sachant qu'il va permettre à de nouvelles catégories de la population d'accéder au chômage, à l'indemnisation. Sur l'assurance chômage, il y a un chantier qui est ouvert qui va bien au-delà de la question de l'ouverture des droits aux démissionnaires. Bien sûr, et un chantier qui sera très sensible si Macron s'avance un peu sur certaines thématiques, notamment peut-être la baisse de l'indemnisation. Qui sait? Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est pas l'objet de l'interview n'est pas d'avoir des avant-projets de loi sur l'ensemble des sujets, parce que c'est la question de l'assurance chômage, de la réforme des retraites, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, la question de l'école, du baccalauréat et la question aussi universitaire et ainsi de suite. Donc tous ces chantiers sont ouverts et conduits en parallèle. Le président de la République, il est dans son rôle. Il l'a dit d'ailleurs au début de l'interview, quand il a expliqué aussi quelle était sa méthode et le fonctionnement de nos institutions qu'il a remis au centre de sa méthode et de sa gouvernance. On a un président de la République qui fixe un cap, qui développe une vision. On a un gouvernement qui le met en œuvre et on a un Parlement qui s'en saisit, qui en débat, qui améliore la loi qui lui est proposée et qui la vote le cas échéant. En tout cas, la majorité, évidemment, veillera à ce qu'elle puisse être votée et mise en œuvre. Donc c'est comme ça que les choses doivent se passer. Ce cap-là, il a été réaffirmé de manière très claire par le président de la République, en cohérence avec ce qui s'est déjà passé pendant les 5 premiers mois, où on était déjà dans l'action et pas dans le bavardage, c'est d'ailleurs les mots du président de la République, et puis par rapport au projet sur lequel il a été élu. Les bavardages et les mots du président de la République aussi, ça me permet d'y revenir. On va écouter d'ailleurs cet extrait. Le président de la République est revenu, en tout cas a été interrogé sur certaines formules un peu fâcheuses qu'il a employées depuis le début de son mandat. Écoutez ce qu'ils ont dit. Les discours que je tiens en France, en Europe, à l'international, vous les suivez, ne sont jamais de ce registre. Est-ce que vous le rediriez ? Mais je continuerai à dire les choses, je continuerai à respirer l'air, à parler à nos concitoyens, à parfois m'emporter quand j'échange avec eux et à dire ce que je crois vrai. Et donc je dis les choses comme elles sont. Je considère que ça n'est pas aider mon pays que de dire que tout se vaut.
Vous regrettiez tout à l'heure, Maëlle de Caland, en creux, que l'on parle beaucoup plus de la forme que du fond. Le style présidentiel, ça reste important quand même. On sait qu'au début d'un mandat, les impairs verbaux, parfois, peuvent coûter cher pour la suite du mandat. On l'avait vu notamment avec Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas eu de mea culpa, pas d'excuses, pas de regrets exprimés par Emmanuel Macron. Cette façon-là aussi d'assumer, ça vous convient ? Bon, moi, sincèrement, c'est vraiment pas le sujet qui me semble central. C'est-à-dire que bien sûr, le style compte, surtout sous les institutions de la Ve République. Les accusations d'arrogance, ça peut être désastreux pour les 4 années qui restent. Bien sûr, et surtout si on tourne en boucle sur ces sujets, en rappelant un mot qui est malheureux. Moi, sincèrement, ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le style me convient. Et je suis pas du tout dans le registre de certains de mes collègues des Républicains à parler de mépris de classe. C'est pas du tout le sujet. Là où j'en veux Emmanuel Macron, là où je suis en désaccord avec lui, et en désaccord avec Aurore par ailleurs. C'est-à-dire que, bien sûr, le discours présidentiel, il est là pour tracer le cap. Il n'est pas là pour rentrer dans le détail de chacune des mesures qu'il évoque. Cela étant, il y a des sujets essentiels qui ont été survolés, je trouve, avec un peu de légèreté, sans jamais rentrer, sans parler de détails, mais sans jamais rentrer dans le fond d'une politique, de ce que doivent être les politiques publiques. Alors, on prend la question de l'immigration. La question de l'immigration ne se résout pas à la reconduite à la frontière de ceux qui sont soit déboutés du droit d'asile, soit sur notre sol de manière illégale. Ce n'est pas le sujet de prédilection d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres sujets. Il y a le sujet... par ailleurs, juste l'application de la loi. Ajouter de nouvelles lois là-dessus. C'est une question de management et de bonne exécution dans la sphère publique. Il y a bien d'autres sujets. Est-ce qu'on vote ou non des quotas d'immigration au Parlement? Est-ce qu'on restreint ou non les critères d'éligibilité au regroupement familial? Ça, ce que je veux dire, c'est que une loi qui est la loi justement sur l'asile et l'immigration. C'est l'objet même du débat qu'on va avoir à l'Assemblée au Sénat. Donc soit on considère qu'on n'a pas besoin d'avoir de débat à l'Assemblée au Sénat, on ne sert à rien. On nous l'a reproché. On nous a dit 1000 fois, vous êtes que des godilles, vous ne servez absolument à rien, c'est etc. Pas faux. Ce qui n'est pas vrai, je suis désolée. Notre job, mais ça peut peut-être vous surprendre, mais moi, mon job, quand je suis dans la majorité, c'est de mettre en œuvre ce pourquoi j'ai été élu. Et j'ai été élu sur un projet, je mets en œuvre. Il y a un juste milieu. Mais ça n'empêche pas d'améliorer la loi qui vous est proposée. Il y a un juste milieu entre ouvrir des sujets, ne rien en dire, et renvoyer au débat parlementaire la définition concrète de ces politiques, et un autre, et de tout dire. C'est-à-dire qu'il y a entre les deux la ligne qui doit être celle du président de la République, qui est d'ouvrir les sujets, de donner un cap, de rentrer quand même un petit peu dans le détail pour dire aux Français ce qu'il a en tête. Sans quoi cette émission n'a aucun sens. La question de l'immigration, la question de la sécurité, la question quand même de la redéfinition concrète des paramètres de l'assurance chômage, la question de la réforme des retraites, c'est pas rien. Dire que les retraites vont à la faillite à l'horizon 2030 et que si on ne touche pas à l'âge de départ en retraite, il y a des pensions qui ne seront plus payées. Ça n'est pas rien. Pardon, allez-y. Non, c'est pas. Enfin, les derniers rapports du corps ne disent pas ça. Ils ont été affirmés il y a quelques mois par le corps lui-même. Non, mais ils disent pas ça. Si. Donc, ils disent qu'il y a des problèmes d'ajustement dans le court terme, mais pas longtemps. Ce que je voudrais dire quand même sur la forme, moi aussi, ce qui m'importe, c'est la politique de fond. Mais il y a des choses de fond dans la forme, parce que c'est récurrent. Premièrement, c'est récurrent que le président de la République va à l'étranger pour dire du mal des Français. Moi, j'ai été député européen, j'ai jamais entendu Mme Merkel ou Gerhard Schröder ou un chef d'État venir à l'étranger et dire « Oh là là, ils sont feignants chez nous ». Il n'a absolument pas parlé des Français. Je m'excuse, il a commencé à dire qu'on était des jaloux on n'aimait pas la réforme, comme si c'était... C'est les discussions de salon des élites parisiennes. Hein. Ils n'aiment pas la réforme, ils sont jaloux des riches, et par ailleurs, ils ne sont pas assez flexibles, etc. Il renvoie une image des Français qui est désastreuse. Il n'a cessé de l'améliorer à l'étranger. Non, je m'excuse, son image est meilleure, celle des Français. Non, pas celle des Français. Or, la France n'est pas séparable des Français. Deuxième chose qui est récurrent, c'est la manière dont il est très content de lui. Et vous avez raison, c'est qu'il est hyper précis sur certains sujets, comment on va alléger l'impôt sur les plus riches, et hyper manque de précision sur comment il y a des protections, puisqu'il prétend qu'il y a de la protection. Aucune précision sur ces sujets-là. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, à l'issue de cette interview, on n'a pas toutes les réponses aux questions que l'on se posait sur des points importants comme l'assurance chômage, mais ce sera l'objet de discussion dans les semaines et les mois à venir. Merci à tous les 5 d'avoir accepté l'invitation de BFM TV pour cette édition spéciale consacrée à la première interview du président de la République depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Bonne nuit à tous.